Aujourd'hui, je vais répondre à vos questions sur ma vie en Angleterre parce que je reçois très souvent des messages privés. Donc je me suis dit pourquoi pas faire une foire aux questions, comme ça je réponds à tout le monde et je vous en dis un petit peu plus sur ma vie si ça vous intéresse. C'est parti. Alors, quelles études je fais? Je fais des études d'ingé depuis 5 ans maintenant, là c'est ma dernière année. J'ai aussi reçu pas mal de questions sur comment être prise, pourquoi j'ai fait ce choix d'aller en Angleterre, comment j'ai trouvé l'école et tout ça je l'explique dans une autre vidéo, toute la démarche, la candidature, etc. Aujourd'hui ce sera plus des questions un peu perso et sur ma vie et sur mes ressentis et on va commencer avec le niveau d'anglais. Au final c'est revenu dans pas mal de questions, je pensais pas que ça allait vous intriguer autant, mais c'est vrai que moi avant de partir c'était une question que je me posais énormément, de savoir si j'avais un assez bon niveau. Et en fait il fallait que je passe un test d'anglais, je crois que c'était le Cambridge ça s'appelle, et en gros il fallait une certaine note, je sais pas, admettons il fallait 170, et ben j'avais eu 173, genre j'étais juste au-dessus. Mais au final ce test d'anglais, l'université ne me l'a jamais demandé, donc je sais pas vraiment s'il y a besoin de faire ça. Mais ce que je peux vous dire sur mon ressenti en tant que française qui parlait pas anglais, qui était pas bilingue en arrivant, en fait, j'étais dans une école au lycée qui avait une section internationale. Donc j'avais pas mal d'heures de cours par semaine, j'étais avec quelques personnes qui parlaient très très bien anglais et par conséquent, je pensais que je parlais très bien anglais aussi. Et en vrai, ça allait, j'avais quand même un bon niveau, je savais me débrouiller, je comprenais des séries que je regardais en anglais, mais c'était pas non plus incroyable. Est-ce que du coup, les cours étaient compliqués à suivre en anglais? Eh ben, finalement, non. Les cours en anglais, c'était, je pense, la partie niveau langue qui m'a le moins impactée parce que, en fait, en ingé, c'est beaucoup de termes techniques et les termes techniques sont souvent les mêmes. À force d'entendre les mêmes mots, au final tu les apprends quand même très rapidement. Et aussi les profs parlent avec un anglais qui est soutenu et qui est un anglais qu'on a appris en fait à l'école. C'est pas une façon de parler un peu comme les jeunes, comme moi je parle, avec des genres, avec des graves, qui font que la phrase au final elle est beaucoup plus dure à comprendre pour quelqu'un qui a pas appris ces tics de langage là. Et vu que les profs ils utilisent pas ça, franchement pour les cours ça allait. Après des fois ils faisaient des blagues que je ne comprenais pas, très souvent d'ailleurs, mais l'essentiel du cours je le comprenais. Est-ce que c'est difficile de s'intégrer avec la barrière de la langue? Eh ben oui, moi j'ai trouvé que oui, personnellement. En fait, c'est pas du tout difficile de se faire des amis parce qu'il y a la semaine d'intégration. En fait, quand tu arrives une semaine avant les cours, quand t'es une première année, et tu vas avoir une semaine en gros de soirées et d'activités la journée. Il y avait des châteaux gonflables et des trucs comme ça. Genre vraiment des trucs trop cool pour s'amuser et se faire des potes. Donc c'est simple de se faire des potes, c'est simple de rencontrer des gens et tout le monde est hyper ouvert, tout le monde est là pour rencontrer des gens. Ce qui fait que c'est pas du tout bizarre quand tu vas voir quelqu'un et que tu lui demandes « Oh salut, comment tu t'appelles ?» et que tu engages la discussion. Parce que tout le monde essaye un peu de faire ça et tout le monde est content quand tu le fais en retour. En revanche, j'ai trouvé que c'était très dur de me faire des vrais amis, des amis proches. Parce que il y a ces subtilités-là que j'arrivais pas à exprimer aussi bien en anglais qu'en français. Et je trouve que l'amitié, c'est quand même vachement basé sur le rire déjà, pouvoir rigoler ensemble, faire des blagues, réagir sur des petits trucs qui font que ça crée une complicité. Et aussi les discussions un peu plus profondes, les conversations intéressantes, etc. Et ces deux parties-là, c'était des parties qui étaient beaucoup plus compliquées du fait que ce soit pas ma langue maternelle. Combien de fois je me suis retrouvée dans des situations où en français j'aurais dit un truc pour répondre à la situation parce que je trouvais ça drôle, donc j'aurais réagi sur ce truc-là et je savais pas comment le dire en anglais. En fait, c'est pas que je savais pas comment le dire, c'est qu'il y avait pas vraiment d'expression pour le dire de la même manière. Et donc je pense en partie à cause de ça, à cause de cette barrière à communiquer aussi facilement et aussi agréablement. En fait, il faut vraiment faire un effort. Et des fois, à la fin de la journée, t'es vraiment fatigué parce que ça prend énormément d'énergie de traduire dans ta tête le plus vite possible pour que la conversation soit fluide et en même temps de trouver les bons mots justes pour réussir à exprimer exactement ce que tu veux. Et je pense que c'est pour cette raison que beaucoup de Français restent entre Français. Et c'est pas que les Français. Les Espagnols restent aussi plutôt avec les Espagnols, les Italiens plutôt avec les Italiens. Parce que je pense que voilà, tu te sens juste plus proche d'eux et c'est plus facile de te sentir proche d'eux. Après évidemment il y a aussi des groupes où tout le monde est mélangé et moi c'est ce que j'ai essayé de faire. En fait j'avais mon groupe de copines françaises et aussi un autre groupe avec des Anglais, des Italiens, des internationaux, ce qui faisait que pour moi c'était vraiment l'idéal parce que j'avais mon confort un peu genre la maison avec mes copines françaises et je me sentais vraiment bien, j'arrivais à m'exprimer exactement comme je voulais et j'avais l'impression d'être vraiment moi-même. Et mon groupe d'internationaux avec qui évidemment je me sentais très bien aussi, mais ça demandait plus d'efforts, il fallait plus que je réfléchisse à ce que je disais, mais ça me permet aussi d'apprendre de plus en plus la langue et de m'ouvrir aussi à d'autres cultures et à d'autres façons de penser et je trouve ça génial. Donc moi j'ai trouvé cet équilibre là-dedans, mais j'ai des potes qui sont vraiment restés qu'avec des Français et ça leur convenait très bien aussi. En revanche, leur niveau du coup d'anglais n'a pas tant que ça progressé du fait de rester avec des Français. En cours déjà tu participes pas, t'écoutes et pour progresser en anglais, moi ce qui m'a vraiment aidé c'est de parler. Tu vas pas apprendre
les petits mots que les jeunes utilisent. Ils appellent ça du slang. Et dernière question par rapport à la langue. En combien de temps j'ai appris? Eh bien, je pense que les progrès se font vraiment de manière exponentielle. Enfin, pour moi, en tout cas, c'était vraiment ça. Quand je suis arrivée la première semaine, enfin, je dirais même les premières semaines, peut-être le premier mois, c'était très dur, très très dur. C'est-à-dire qu'en plus j'allais en soirée parce que je voulais me faire des potes, sauf qu'en soirée il y a tout le monde qui parle, il y a beaucoup de bruit, beaucoup de musique en fond, des jeunes qui utilisent le slang, des personnes comme moi pour qui c'est pas leur langue native et donc ils ont aussi un accent, comme moi j'avais un accent, ce qui fait que c'est encore plus compliqué à comprendre, et même les Anglais parfois entre eux et en fonction de où ils viennent en Angleterre, il y a des accents. C'est pas forcément l'accent de ton prof avec qui t'as appris quand t'étais au lycée. Tous ces facteurs-là font qu'en soirée je ne comprenais rien et j'ai donc développé la technique de hocher la tête en souriant, ce qui marche 90% du temps. Mais après tu développes aussi des habilités à comprendre comment tu dois réagir en fonction des réactions et du visage de la personne en face, et donc tu sais comment réagir même si t'as rien compris à ce qu'elle disait. Donc ça c'était vraiment dur au début. Je dirais vraiment les 3 premières semaines c'était très dur. Je traînais absolument pas avec des Français, c'est beaucoup plus tard que j'en ai rencontré, donc j'étais vraiment à 100% avec des Anglais. Dans l'endroit où j'habitais, c'était un peu comme des résidences étudiantes, mais en gros dans ta chambre t'avais que ton lit, ton bureau et un lavabo. Donc il y avait la cuisine commune, la salle de bain commune, donc tu cuisinais souvent avec des gens, bien sûr tu te faisais des potes autour de toi, les personnes qui avaient leur chambre autour de toi, ça devenait rapidement tes potes. Donc j'étais vraiment immergée dans la langue anglaise et je pense que c'est grâce à ça que j'ai réussi au final à progresser très rapidement. J'ai vraiment vu une amélioration. Au début l'amélioration, enfin mon niveau il augmente de fou, genre les 3 premières semaines, et après j'ai l'impression que ça se stabilise un peu et ça continue à monter, et aujourd'hui encore ça m'arrive d'apprendre des nouveaux mots que je connaissais pas, et je pense qu'aujourd'hui je peux dire que je suis devenue bilingue. Je pense que ça se sent quand tu m'entends parler que c'est pas ma langue native. J'ai quand même un accent et j'ai peut-être pas la même façon de parler, cette même fluidité qu'une personne pour qui c'est la langue maternelle, mais c'est bon, c'est maîtrisé. Par contre très souvent quand je reviens en France, j'ai du mal à parler français, je cherche mes mots, et quand je retourne en Angleterre, pareil, j'ai du mal à trouver mes mots en anglais. Il faut pareil un petit temps d'adaptation, quelques jours, mais voilà. Est-ce que j'ai le mal du pays, genre l'éloignement avec mes proches, avec mes amis? Alors le mal du pays non, mais en effet c'est dur. Il me manque beaucoup, et comment surmonter ça? Ben les appels, les vidéos, en vrai on a tellement de chance d'avoir ça. On se rend pas compte, mais du coup mes parents je les appelle souvent, ma grand-mère je l'appelle souvent, mes amis on s'envoie des snaps et des messages toute la journée. Donc au final j'ai quand même l'impression d'être souvent avec eux, et ce qui est drôle c'est que eux souvent, enfin il y a déjà plusieurs personnes qui m'ont dit qu'ils regardaient mes vidéos et que comme ça leur donnait l'impression d'être avec moi. Et en vrai je trouve ça trop adorable, ça me fait trop plaisir. Mais moi je peux pas faire pareil. Moi je peux pas les voir comme ça quand je veux sur leur chaîne YouTube. Non mais en vrai on parle énormément et je pense que c'est ça qui aide. Parce que au final j'ai l'impression de les avoir toujours plus ou moins avec moi. Ce qui aide aussi évidemment c'est le fait que ce soit très proche. En termes de distance, je peux rentrer quand même plus ou moins quand je veux. Et je pense que rien que le fait de savoir ça, c'est vachement rassurant. De se dire si j'ai besoin, à n'importe quel moment, si je me sens un peu down, je peux rentrer à la maison et voir tous mes proches. Même si en général je reviens juste pour les vacances d'hiver ou les vacances d'été ou les vacances de Pâques. Rien que de savoir que je suis pas à l'autre bout du monde, je pense que ça donne un peu ce sentiment de proximité aussi. Et si vous êtes de Paris et que vous comptez aller à Londres, en vrai c'est hyper rapide. L'éloignement est un peu dur, mais pas insurmontable. Niveau température, météo. Alors, il fait beaucoup plus froid en hiver, vraiment. Là, du coup, je suis rentrée il y a quelques jours. Il faisait ressenti -5, il me semble, en Angleterre. Et là, je suis arrivée ici, il faisait 13, 14. Donc j'ai pris presque 20 degrés comme ça. Moi, j'ai l'impression d'être au tropique. Non, mais en vrai, oui, il fait très froid. Et la plupart des personnes qui habitent là-bas n'ont pas froid. Il y avait des échafaudages, en gros, sur le bâtiment où j'habite. Cet ouvrier était tout le temps en short. Il faisait sa post-clope et tout, il était en short, il venait me parler, il était en short. À un moment, je lui ai dit, mais vous avez pas froid? Et il était là, genre, non, moi, j'ai pas froid aux jambes, j'ai jamais froid aux jambes. Alors que moi, j'avais genre 40 couches, le collant en laine sous le jean, les grosses chaussettes de ski, des grosses bottes, et j'avais trop froid. Donc, je pense que nous ne sommes pas construits de la même manière pour lutter au froid. En plus de ça, je pense que c'est aussi que mon appart est isolé d'une manière absolument catastrophique, qui fait que je peux pas bien recharger mes batteries de chaud. Vous savez, quand vous êtes dans un endroit chaud, du coup, tout votre corps est chaud, et donc quand vous allez dehors pour marcher d'un endroit à un autre, vous avez un peu froid, mais le temps que toute votre chaleur s'en aille, vous êtes arrivé à l'autre endroit et donc vous pouvez vous réchauffer. Mais sauf que moi, vu que mes batteries de chaud, elles n'arrivent pas à bien augmenter et que j'ai un peu tout le temps froid même dans mon appart, ça j'avoue que c'est un peu un point noir quand même. Mais bon, après il y a dû avoir des années où il faisait plus froid en France qu'en Angleterre, je suppose. Peut-être que ça dépend des années. Moi, ce que j'ai expériencé chaque année, c'est qu'il faisait vraiment beaucoup plus froid là-bas. Maintenant, par rapport au coût de la vie, est-ce plus cher? Comment gérer le gap financier? Par rapport à la nourriture, moi je trouve ça moins cher. J'en ai déjà parlé dans plusieurs vidéos.
vidéo, je vais à un marché qui vend des fruits et légumes dans des bols et c'est 1 livre le bol, ce qui est vraiment pas cher. Dans des supermarchés, c'est un peu plus cher que ça. Et en France, oh, c'est si cher les fruits et légumes. Et je pense d'autant plus depuis ces 2 dernières années là, les prix en France ont augmenté de ouf, alors qu'en Angleterre, niveau nourriture, en vrai ça va. Pour vous donner des ordres d'idées, mon lait d'avoine, je le paye 1,40 livre, qui fait à peu près 1,50 €. 4 ou 5 pommes, je les ai en général pour 1 livre parce que c'est dans les bols. En général, pareil dans les bols, quand ils vendent des avocats, j'en prends pas toujours parce que ça vient de l'autre bout du monde, mais quand j'en prends, ça doit être 1 livre les 2. Mais après, encore une fois, il y a des manières de récupérer les invendus ou aller au marché qui font que ça réduit le prix. Mais ça aussi, ça peut se faire en France, donc en soi, ça devrait pas rentrer dans la comparaison. Et comment trouver un logement? Ça, en fait, bizarrement, c'est relativement simple. Enfin, ça l'était pour moi. En première année, on était tous sur le campus, proche des cours. Il y a une mini boîte sur le campus, donc il y a des petites soirées aussi. Et après, quand tu passes en 2e année, 3e année, 4e année, etc., tu dois trouver une maison dans la ville ou un peu plus loin, en tout cas pas sur le campus. Et en vrai, c'était relativement simple à chaque fois. J'ai été tout le temps en coloc, une fois avec 4 personnes et le reste avec 2 ou 1 autre personne. Et encore une fois, c'est des modes de vie qui sont complètement différents. Vivre à 5 dans une maison, c'est trop cool, tu peux faire grave de soirées. Il y a toujours quelqu'un qui vient te parler dans ta chambre, t'es jamais tout seul. Mais c'est le bordel. Nous en plus on avait eu des rats. Alors ça par rapport à la France, je sais pas vraiment comment ça se passe en France, si c'est possible d'avoir des rats chez soi, mais ça m'a rendue folle. Non mais en vrai je pétais un câble. Surtout que mes colocs, eux ça les dérangeait pas trop. Le rat ils le nourrissaient presque, ils trouvaient ça rigolo de laisser un petit bout de fromage et le lendemain le bout de fromage y était plus. Donc ils en remettaient. Et moi je devenais tarée. Et c'est en grande partie pour ça que après j'ai habité que dans des apparts et plus dans des maisons, parce que dans les maisons en Angleterre, tu as très souvent des rats. Je suis absolument pas un cas isolé. De tous mes potes, il y a quasiment tous ceux qui vivent dans des maisons, je pense, où 90% ont eu un rat ou une grosse souris chez eux. Et ça, j'avoue que j'ai du mal. Mais pour trouver un logement, il y a des applications. La ville où j'habite, c'est une ville vachement étudiante, donc les proprios savent que t'es étudiant et en profitent parfois pour pas réparer des trucs ou te faire payer plus cher. Mais je dirais que c'est partout pareil. En France aussi, je pense que c'est le cas. Et quand je compare avec les prix des loyers de mes potes en France, on paye à peu près pareil. Après, encore une fois, c'est possible de trouver des bons plans. Moi, j'ai un contrat de 8 mois au lieu d'avoir un contrat de 12 mois parce que l'été, je suis pas là. Mais en général, les proprios, ils veulent garder le contrat pendant 12 mois, comme ça, ils ont pas à s'en occuper et ils sont sûrs d'avoir un loyer toute l'année. Mais le mien, il fait Airbnb pendant l'été, donc il gagne bien plus que ce que je lui donne pendant l'année, pendant ces 4 mois d'été. Donc au final, ça l'arrange de me faire un contrat de 8 mois et moi, ça m'arrange d'avoir un contrat de 8 mois. Après, moi, je suis pas à Londres, mais je pense que Londres est particulièrement cher. Même par rapport à Paris, je pense que Londres est plus cher. Mais bon, Paris devient tellement abusé aussi que, en vrai, je sais pas. C'est dur de comparer, je dirais que c'est équivalent. Comment je me sens là-bas? Eh ben, j'adore. En vrai, j'aime trop avoir mon indépendance, j'aime trop m'ouvrir à plein de cultures différentes, plein de personnes qui viennent de plein de pays différents et qui ont des idées et des façons de penser différentes. Je trouve ça hyper enrichissant. Mes études me plaisent énormément, je pense que c'est aussi ça qui fait que je kiffe là-bas. Et aussi, mes études me prennent pas tant de temps que ça. Enfin, tout est relatif. Mais c'est possible d'avoir un job étudiant à côté, par exemple. De faire quelques heures de travail par semaine. Aussi parce que t'as des cours et après t'as des examens, donc pendant la période d'examen, c'est très intense, mais pendant les cours, en soi, t'as que les cours et t'as des exos à faire de temps en temps. Mais c'est pas non plus... voilà, j'ai des potes en droit ou en médecine en France qui passent concrètement toute leur journée à travailler. C'est beaucoup de travail. En plus, je fais mes vidéos à côté et j'ai vraiment l'impression d'être tout le temps dans le rush et tout le temps pressée et d'avoir tout le temps un truc à faire. Ce qui est le cas, d'ailleurs, c'est pas une impression. Mais c'est pas du tout comparable. J'ai beaucoup plus de temps et je pense que c'est ça aussi qui m'aide à vivre une vie étudiante plus épanouie. Et d'ailleurs, c'est un peu compliqué parce que là, c'est ma dernière année et j'aimais beaucoup, je pense, cette sécurité de me dire je sais ce que je fais l'année prochaine. De me dire j'ai pas à réfléchir à devenir une adulte un peu. En fait, ça me gardait un peu dans mon cocon de jeune et d'étudiante et d'enfant, de savoir ce que j'allais faire l'année prochaine, de pas avoir à me préoccuper trop du futur. Et vu que là, c'est ma dernière année, j'ai plus trop ce sentiment-là parce qu'il va falloir prendre des décisions. Par rapport au visa aussi, j'ai eu pas mal de questions. Comment ça se passe pour le visa? Est-ce que je reste à chaque fois 6 mois pour pas avoir à obtenir
obtenir un visa? Alors non, parce que quand je suis arrivée là-bas il y a 5 ans, le Brexit n'était pas encore passé. Donc il n'y avait pas besoin de visa de faire ses études là-bas, on pouvait le faire relativement facilement. Et pour moins cher que ce que c'est aujourd'hui. Encore une fois, ça dépend énormément des écoles et des endroits. Au Pays de Galles, c'est moins cher, en Irlande, c'est moins cher, en Écosse, c'est moins cher. Mais depuis le Brexit, tout a énormément augmenté au niveau éducation, je veux dire. Pour les Français qui avant avaient un certain accord pour que ce soit pas trop cher parce que ça restait dans l'Europe, maintenant on est considérés comme des internationaux. Donc on paye le même tarif que des internationaux. Enfin quand je dis on, moi non, parce que vu que j'ai commencé avant que le Brexit passe, je garde le même tarif tout au long de ma scolarité. J'ai reçu aussi des questions par rapport à des bourses. Moi j'ai pas eu de bourse, j'ai fait un prêt étudiant. Mais si vous tapez sur internet Commonwealth Scholarship ou British Council, vous pouvez potentiellement avoir des bourses et vous intéresser à ça et peut-être en trouver une. En général, il faut faire une candidature et c'est en fonction de son niveau, les notes qu'on a, évidemment son niveau de vie aussi. Mais je pense que c'est donné par l'Angleterre. Il me semble que la France ne fait pas de bourse pour partir étudier en Angleterre sans être dans le cadre d'un programme. Je sais que maintenant, il n'y aura plus d'Erasmus entre la France et l'Angleterre, il me semble. Enfin, même entre l'Angleterre et d'autres pays d'ailleurs, je crois que l'Angleterre arrête complètement le programme Erasmus dû au Brexit. Pour revenir au truc du visa, je n'ai pas de visa parce que j'étais en Angleterre avant le Brexit et j'ai un truc qui s'appelle le EU Settlement Scheme. J'avoue que c'est un peu complexe, je sais pas exactement ce que ça veut dire. Je crois que c'est que si je veux rester en Angleterre pour après travailler, je peux. J'espère que cette vidéo vous aura quand même aidé. Peut-être plus pour faire fille au pair ou faire un échange avec un autre étudiant ou quoi. Ça demande beaucoup de recherche. En tout cas, voilà. Ça, c'est ma vie en Angleterre. J'ai beaucoup parlé de moi là. Donc, je vais m'arrêter. Merci d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout. À dimanche prochain, 10h pour une nouvelle vidéo. Et tous les jours sur Insta. Ciao!